RCN. Le son de la différence. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans votre émission préférée, le micro déconfiné. Alors aujourd'hui, c'est une spéciale festival, et pour ce faire, j'ai invité un ami qui s'appelle Maxime Kaufmann, qui est activiste pour le climat, pour l'environnement. Il organise des actions, des manifs. Il est aussi photographe, mais surtout, avant tout, organisateur de festivals. En tout cas, c'est sous cette casquette-là que je t'ai connu. Maxime, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très bien, les terrasses viennent d'ouvrir, du coup ça fait très plaisir au moral. C'est sûr, forcément. Et alors, pour nos auditeurs, je vais te laisser te présenter plus amplement. Alors moi je m'appelle Maxime Kaufmann, j'ai 29 ans. Un petit jeune, mais j'ai monté Nancy Curieux, qui est un agenda événementiel à Nancy, qui centralise tous les événements à caractère culturel de Nancy et alentour. Et à partir de là, c'est comme ça que j'ai commencé à organiser des événements puis des festivals à Nancy, jusqu'à la période du Covid. Alors du coup, qu'est-ce que cette période t'inspire, toi, en tant qu'organisateur de festival ? La période Covid, c'est vrai que toute la filière, de toute façon, c'est problématique, parce qu'il y a plus d'espace, il y avait plus d'espace de création, voire de diffusion. Et après, c'est aussi les équipes, on en pense que c'est aussi une aventure humaine à travers des festivals, et là c'est sûr que on a tous pris un coup, je pense. Après voilà, il y a le soleil qui arrive, c'est bientôt l'été, c'est bientôt reparti. Et c'est bientôt reparti, tu ne crois pas si bien dire, parce que avec RCN, on a pris notre petit micro et on s'est rendu le week-end dernier au Luxembourg, donc dans une salle qui s'appelle Hallstatthaus, pour le festival L'Essentiel du Rire. Et donc dans ce festival, il y avait notamment à l'affiche Redouane Arjan, qu'on a reçu ici il y a quelques jours à RCN. Il y avait aussi Jason Brokers et l'humoriste John Soulo. Et donc à la fin de ce festival, à la sortie du spectacle, nous avons posé quelques questions aux spectateurs, et on écoute ça tout de suite sur RCN 90.7. Ouais, c'était super, ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ce moment. Ça fait plus d'1 an que... Quand est-ce qu'on est sorti la dernière fois, donc là c'est vrai que c'est vraiment sympa de pouvoir ressortir, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Ouais, depuis début 2020, on n'est pas ressorti, donc ça dernier fait... spectacle, c'était quoi, février, avant vraiment le confinement, quoi. Et après on a travaillé dans les soins, quoi. En fait, quand on arrive, ça fait peur, on se dit ça va être chaud, on est 40 dans la salle, donc on se dit si ça passe pas, si on rigole pas, etc. Mais au final, on est dans l'ambiance, c'est bien, c'est sympa, c'est intimiste. Et on se sent vraiment proche de l'artiste, puisqu'il y a personne entre nous et la scène, quoi. Donc c'est vraiment sympa comme ambiance. Lancer aussi des trucs, et les artistes ils sont là, et Ivan aussi avec nous. Franchement, oui, c'est une autre approche, mais franchement sympa. On a déjà des billets pour la suite, donc on va continuer, mais bon, on va espérer que ce soit pas trop tôt, et de toute façon personne ne peut le dire à l'avance. En ce moment, tout change tellement vite. On espère pour les artistes aussi, pour que leur public vienne en masse, les encourager pour qu'ils continuent. Donc oui, nous on veut continuer, on a déjà pris pour les prochains spectacles, Elysée Moon, etc. Ouais, on a pris parce qu'on veut donner, on veut aussi qu'ils continuent à nous faire rire et à nous divertir, quoi. Alors, Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Sur RCN 90.7 avec Maxime, on vient d'écouter donc les spectateurs du festival L'Essentiel du Rire, qui nous disaient que ce qu'ils ont retenu, c'est la proximité avec le public. Qu'est-ce que ça t'inspire, Maxime ? En proximité avec le public, ça c'est entre l'artiste et le public. Exact. Avec l'artiste, je voulais dire. Ouais, c'est sûr. Surtout parce que j'y étais pas.
à cette représentation. Bien sûr. Mais parce qu'il y avait moins de monde. C'était une jauge en jauge réduite, donc il y avait une quarantaine de personnes. Et donc, justement, ces spectateurs-là nous disent, nous, malgré les contraintes, etc., ce qu'on retient, c'est qu'on était proche de l'artiste. Toi, en tant qu'organisateur ou ex-organisateur de festival, est-ce que ce dispositif-là t'inspire plutôt quelque chose de positif ou, à contrario, tu te dis, non, c'est vraiment pas des conditions viables pour pouvoir tenir son festival? Je pense que ça dépend vraiment du format et de la représentation, quoi. Je pense, il y a certains artistes qui vont mieux s'y prêter que d'autres. Moi, je sais pas, j'ai déjà vu Scar Lézard, on était 15. Là, dans une petite pièce, dans un petit salon, ça s'y prête super bien. Par contre, d'écouter, je sais pas, un concert de funk, c'est un peu différent, quoi. Et toi, on rappelle que t'as monté avec Nancy Curieux le festival Épicurieux, hein, c'est bien ça. Comment ça se passait pour monter un tel festival sur Nancy? Alors déjà, à Nancy, c'est déjà quelque chose, parce qu'il y a un gros manque d'espace de diffusion. Vraiment, on est toujours à la quête des salles. Et ça, c'est déjà une première question. Là, je pense déjà comment, il faut déjà avoir une équipe. Ça, c'est une équipe soudée. Ça, c'est super important. Et le deuxième, c'est un peu d'audace, je pense, parce que c'est risqué, il y a beaucoup d'obstacles. Et il y a tellement de variables en fait qui fait que le festival marche ou pas, que ça c'est délicat, quoi. Donc il y a des ponts qui se font avec un festival d'humour finalement. C'est la quête de trouver son public, de trouver les artistes qui vont pouvoir assurer. Et c'est vrai que tu as eu la chance d'organiser tes dernières éditions avant la crise Covid. Quelles ont été les contraintes pour toi au moment d'organiser tes festivals? Les contraintes avant le Covid, de toute façon c'est surtout lié au budget, parce qu'il n'y a pas énormément parce qu'en fait toute la problématique après c'était sur ce que nous on essayait de faire, c'était d'avoir des événements accessibles à tous, ça veut dire pas cher pour le public, et aussi et après il y a aussi le jeu avec de l'indépendance, avec les subventions et avec l'aide publique, et ça le curseur, il est parfois délicat à trouver aussi. Le curseur est délicat à trouver, même pour les artistes aujourd'hui, surtout en période de Covid. Il est délicat aussi pour les artistes dans la mesure où certains d'entre eux veulent faire des tournées. Et ça tombe bien, c'est le titre du morceau qu'on va écouter tout de suite sur RCN 90.7. C'est ma tournée de This Is La Peste. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau de This Is, c'est ma tournée. Je pense que c'est un mot qui manque à beaucoup d'artistes, hein, le mot de tournée. Et on est avec Maxime Kaufmann, qui est organisateur d'événements, ou ex-organisateur d'événements, du coup, de festivals. Alors, comment t'es venu l'idée, Maxime, de monter ce festival Épicurieux? Alors, je pense que c'est le rêve d'un gosse, de beaucoup de monde, de monter un festival. Faut se le dire, et c'est quand même quelque chose de beau et de magique, et aussi une dimension éphémère dessus qui est super intéressante. Et après, dans mon cas, c'était vraiment venu parce qu'on faisait de la communication d'événements. Et on s'est dit, pourquoi pas être aussi organisateur. C'est un peu ça la suite. Alors, tout à l'heure, je précisais ex-organisateur parce que le festival Épicurieux n'existe plus. Néanmoins, tu organises quand même des actions, des événements. Alors, quel type d'événements en ce moment? Là, avec l'arrivée du Covid, ce qui s'est passé, c'est que j'ai transmis énormément de mon énergie à la cause climatique et environnementale. Et du coup, on a organisé des manifestations. La prochaine, là, ce sera pour la Vélorution du 5 juin. On en a parlé ici, hein, la Vélorution. On a reçu Rolando d'Acosta, notamment c'était la semaine dernière. Ok, super. Et sur tous les fronts. Donc, concernant le climat, l'environnement, quel a été le constat, quel a été le déclic pour toi pour te dire je vais monter des actions sur l'environnement? Déjà parce que la culture, on pouvait rien organiser, et sur le climat, on pouvait organiser. Et du coup, d'où le transfert d'énergie vers cette cause-là. Et après, j'essaie toujours en tout cas, d'apporter une dimension artistique au mouvement climat ou aux actions climat. Ça. Et comment on organise concrètement un événement, une manifestation pour le climat? Qui est-ce qu'on appelle? Quels moyens humains, matériels on mobilise? Déjà, je pense que la première chose qu'il faut se dire, c'est définir son format, c'est-à-dire définir les besoins, les attentes, et après de se dire
c'est de trouver un espace, quoi. On trouve le lieu, on trouve la date, et après, on programme, on contacte des gens, on développe des partenariats, on fait de la budgétisation. Alors, quel pont on peut faire entre l'organisation d'une manif et l'organisation d'un festival de musique? Alors, en termes de méthodologie, c'est assez similaire. Il y a exactement les mêmes thématiques ou les mêmes fonctions, que ce soit de la com, du budget, de recherche de bénévoles. Sauf que c'est des actions beaucoup plus ponctuelles et beaucoup plus précises, on va dire. Mais c'est à peu près la même chose, sauf que c'est un laps de temps beaucoup plus court, quoi. L'organisation d'une manif, ça sera entre 2 semaines et 1 mois. Alors qu'un festival, ça sera plutôt vers 8 mois. Après, ça dépend vraiment du format qui est apporté. On peut le faire en 2-3 mois, mais à chaque fois qu'il y aura, des actions supplémentaires au sein du festival ou si on arrive sur un lieu qui n'est pas occupé, là, ça rajoute directement du temps supplémentaire, quoi. Par exemple, pour l'Épicurieux, il vous fallait combien de temps d'organisation? Nous, c'était, ça dépendait, mais nous, on le prévoyait déjà 1 an en avance. Déjà, juste pour se dire, OK, sur quel type de format on va partir, quel type de date. Et après, ça se dessinait 8 mois avant. Parce que, en fait, du moment où on n'a pas la date ni le lieu, on peut rien faire, quoi. Et c'est vraiment ça qui débloque, la recherche d'artistes, etc., quoi. Et par rapport au fond, c'est un investissement que vous mettez, c'est-à-dire concrètement, toi, par exemple, tu prends de ta poche une somme, ou est-ce que vous passez par des associations, vous attendez des mécènes, il y a des subventions? Comment ça se passe pour le budget? De toute façon, c'est associatif, hein. Dans le sens, c'est l'asso qui prend les charges et qui les redistribue. Après, au niveau, il n'y a pas énormément d'aide, en gros, comparé à ce que tout le monde croit. Après, normalement, le but, c'est que ça soit autofinancé, hein. C'est avec ta place de concert, ton tarif d'entrée et tout ce que tu vas toi vendre sur place. Ça veut dire boissons, de la bière, forcément. Ouais, et des bonnes choses à manger aussi, quoi. Et en tant qu'association, à quelle porte vous toquez, pour aller chercher ces financements? Est-ce que c'est des financements de l'État? Est-ce que c'est la région, la mairie? Déjà, c'est exemple, si tu le fais à Nancy, tu demandes directement à Nancy. Si c'est à Maxéville, tu vas demander à Maxéville. Tu demandes déjà aux municipalités. Tu peux demander aussi au départemental. Après, ce qui est important aussi, c'est d'utiliser des leviers qui sont parfois plus petites. Mais moi, je sais pas si t'es une asso étudiante, t'as des budgets que tu peux avoir sans problème dans ce milieu-là. Voilà, si t'as une démarche un peu plus, je vais pas dire entreprenante, mais un peu plus même écologique, ça va t'ouvrir à d'autres portes aussi, quoi. Et en termes de programmation, parce qu'on parle de budget, mais les artistes aussi, il y a un prix. Comment vous faites la programmation pour un festival? Comment on contacte les artistes? Sur quel levier on s'appuie pour pouvoir aussi les financer et les faire vivre? Alors ça, au niveau d'un festival, c'est ultra compliqué. Après, c'est assez drôle parce que parfois, nous, on a déjà fait jouer des artistes gratuitement, hein, et c'est ce qu'on fait parfois aussi. C'est ce qui est dommage, mais parfois, quand on va faire des actions sans sub, sans prix d'entrée, en fait, c'est tout le monde joue le jeu et les bénévoles aussi qui organisent font ce jeu-là. Après, c'est sûr que c'est pas ce que c'est dans l'idéal du monde, c'est pas ça. Mais après, c'est sûr que de toute façon, le but c'est de se dire on va mettre X milliers ou X centaines d'euros dans le budget artistique et après comment on décompose avec tout ça, quoi. Et après, le but, c'est de se dire quel timbre je vais avoir sur mon festival, quelle couleur je vais lui donner et du coup quel artiste il existe pour sur ça, quoi. En parlant d'artistes, il y en a un multicasquette qu'on a reçu ici même à RCN il y a quelques jours et qu'on a retrouvé à notre micro le week-end dernier au festival L'Essentiel du Rire au Luxembourg dans la salle de Alt Stadhaus et c'est l'artiste Redouane Arjan qu'on écoute tout de suite sur RCN 90.7. Salut Redouane, donc tu viens de sortir de scène. Comment ça s'est passé pour toi ce soir? Bonsoir. Alors déjà, je voulais dire que il a fallu que je vienne jusqu'au Luxembourg pour qu'une personne dise correctement mon prénom après toutes ces années. Tu peux redire mon prénom s'il te plaît? Redouane. Non, tu l'as dit tellement Redouane. Tu l'as dit tellement bien la première fois. C'est magnifique. Donc écoute, ça s'est passé. Écoute, c'était le deuxième soir effectivement. Très bien. Première fois pour moi à Differdange. Le climat pas évident avec tout ce qu'on nous impose, quand ces contraintes sanitaires qu'on nous impose, tout ça. Le public était au rendez-vous avec quelques petites restrictions, tu vois, d'espace, mais c'était top.
Et est-ce que qu'est-ce que ça fait, de jouer dans ces conditions en jauge réduite? Je sais pas si c'est non, c'est pas la première fois parce que tu as joué 35% il y a 2-3 jours à Paris. Par rapport à ce que tu as joué à Paris et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence? Et qu'est-ce que ça fait de jouer devant un public assis, masqué et si peu nombreux au final? Alors 35%, ce qui se passe, c'est que c'était 35% en France en tout cas, c'est 35% de la jauge. La salle, c'est une salle de 300 et quelques, donc là on s'est retrouvé quand même à 120 personnes. Et puis après on a utilisé des astuces qui sont qu'on s'est servi du sous-sol pour mettre des gens aussi, et on a fait une projection en direct live du spectacle. Donc on a pu, tu vois, aménager. Mais sinon, c'est contraignant, surtout sur des villes, sur une salle comme celle-ci, parce que c'est une plus petite salle, la jauge est plus. Vous avez des contraintes quand même un peu plus sévères qu'en France, là, j'ai l'impression. Et les contraintes, c'est qu'il y a 1,50 m d'espace. Donc, c'est relou. Ça, c'est un peu contraignant. Mais pour un humoriste, jouer devant un public masqué, je veux dire, c'est quand même un paradoxe pour un humoriste, quoi, de ne pas voir le rire des spectateurs. Ce qui est relou pour un humoriste, c'est de ne pas entendre le rire. De ne pas l'entendre, ça c'est violent. Mais je dirais que non, de toute façon, là aujourd'hui, jouer dans ces circonstances, c'est bizarre. C'est un monde bizarre. On n'est plus prêt pour le rire, on n'est pas prêt pour le rire. On a envie de rire, mais on a des soucis. On pense à nos embrouilles. Donc là, on va les chercher, on se tape. Puis on doit exposer aussi ses fêlures, ses faiblesses. Voilà, c'est violent. Mais c'est ça, quand je dis chaque pays s'adapte à la pandémie. Et dernière question, comment t'imagines la suite? Parce qu'on ne sait pas trop encore comment ça va avancer. Si tout se passe bien, la prison. si tout se passe bien, si on balance bien comme il faut, les armes, là, elles sont cachées au 42 de la rue Bellecour. Non, écoute, si tout se passe bien, soyons heureux, gardons la foi, la santé. Voilà, c'est ça qu'il faut. J'espère que c'est ça qui va bien se passer. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7. On vient d'écouter l'interview de Redouane Arjan, qu'on salue, donc qui était ici même dans nos locaux il y a quelques jours. Donc je rappelle que c'était dans le cadre du festival L'Essentiel du Rire à Altstadthaus au Luxembourg, à Differdange. Donc Redouane nous disait le pire, ce n'est pas tant de voir le rire du public, au moins on peut l'entendre. En tant qu'organisateur de festival, en tant que festivalier aussi, qu'est-ce que tu penses du fait de devoir aller voir un spectacle en étant masqué et assis? Je pense quand même que la plupart comme ce qui a été dit dans le premier interview que tu as donné, c'est je pense que les citoyens, le public soutiennent leur artiste et ils s'adaptent en fait eux aussi au contexte. C'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais je pense que ils acceptent quand même ce fait-là. En tout cas, moi, ça me dérange pas d'aller voir un concert d'une personne. Et d'ailleurs, je voudrais bien voir le spectacle de ce humoriste, puisqu'il est très drôle. Je vous encourage à aller voir d'ailleurs le spectacle Miracle de Redouane Arjan, qui sera en tournée très prochainement, on l'espère, en tout cas si les conditions sanitaires le permettent. Il y avait aussi, je rappelle, au festival L'Essentiel du Rire à Altstadthaus, il y avait Jason Brokers et John Soulo qui nous a fait un petit passage. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans ce lieu culturel et à aller voir ces artistes-là lors de leur tournée en festival. Redouane Arjan disait aussi que il a fait un spectacle récemment à Paris, donc qui s'appelait 35%, qui était un pied de nez un peu au fait que on ne peut jouer qu'avec une jauge de 35%. Est-ce qu'on peut rentabiliser aujourd'hui un festival en jouant à 35%? Franchement, c'est impossible. Après, ça dépend si toi ton terrain tu l'as gratuitement, c'est autre chose, parce que toi tu vas avoir essayé d'avoir un terrain énorme, parce que là pour les festivals, c'est une autre règle, c'est une personne tous les 4 mètres carrés par 4 mètres carrés. Du coup, alors que d'habitude, c'est l'inverse. C'est 4 personnes par mètre carré. Et c'est vrai que là, c'est beaucoup plus d'infrastructures, beaucoup plus d'espace.
Et c'est sûr qu'au niveau de la rentabilité, c'est beaucoup plus dur, quoi. Ça fait partie des questions qu'on a posées à Réjeanne Nenige, qui est responsable culturelle donc au centre Hallstatthaus, et on va écouter ses réponses tout de suite sur RCN 90.7. Alors, je suis Réjeanne Nenige, la responsable du centre culturel Hallstatthaus à Differdange. Alors, c'est un spectacle qu'on a déjà dû reporter, qui était prévu pour le festival L'Essentiel du Rire de novembre passé. Et donc, on a dû reporter à cause de la situation sanitaire. Et voilà, heureusement que le spectacle a pu se faire quand même ce week-end. On a joué même 2 fois. Comme on a des jauges très réduites au Luxembourg pour l'instant, on a préféré en rajouter une 2e soirée pour permettre à plus de gens de pouvoir voir le show. Je pense que malgré la jauge très réduite, l'ambiance elle est toujours très bonne. Et je pense que le 2e soir, ça s'est encore mieux passé que hier. Mais je pense que tout le monde a vraiment apprécié. Et est-ce que c'est risqué d'organiser des spectacles en cette période ? Oui, c'est risqué, bien sûr. Nous, on est un établissement public. On peut se permettre un petit peu des choses que les privés ne peuvent pas forcément se permettre. Et on est très content de pouvoir quand même offrir la culture en ces temps un peu compliqués. On va continuer avec tout ce qu'on a programmé jusqu'au mois de juillet. Et ensuite, on espère fortement qu'à la rentrée, la situation se sera améliorée un petit peu plus. Et voilà, on va refaire le festival L'Essentiel du Rire. Et c'est prévu au mois de novembre. Et on espère que ce sera un succès. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7. On vient d'écouter l'interview de Réjeanne Nenige, qui est donc responsable culturelle au centre Hallstatthaus à Differdange. Et elle nous disait que c'était pas pareil, vu que eux c'était un établissement public, ils pouvaient se permettre de prendre des risques. Toi, Maxime, quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui se lance aujourd'hui dans l'organisation de festivals, qui a envie de soutenir la culture et qui en temps de Covid se dit je veux monter mon festival? Bah déjà, il y a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est vraiment le manque de visibilité à moyen terme, parce que les mesures changent souvent. Là, ça va, on a déjà un peu plus de visibilité, mais là, déjà, un festival, ça se commence. Là, on souhaite commencer un festival à partir de maintenant, c'est déjà un peu trop tard, quoi. Pour se dire, peut-être en fin août ou septembre, c'est possible si on met toute son énergie. Mais ouais, bah déjà, là, maintenant, on a un peu plus de visibilité, et du coup, c'est déjà bien. Et après, l'avantage aussi, c'est peut-être qu'il y a moins, comment je veux dire ça, on est peut-être moins nombreux aussi. C'est une question que je me pose aussi, mais je pense que dans l'après-Covid, il y aura aussi plus des personnes qui seront moins mobilisées aussi pour s'investir dans l'associatif, etc., quoi. Donc il y a une carte à jouer, quoi, pour ceux qui veulent monter des festivals. Je pense qu'il y en a une carte, ouais, complètement. Ouais. Et tu me parlais de mobilisation humaine. Quelle est l'importance des bénévoles dans l'organisation de festivals? C'est tout. Déjà, je pense il y a une partie d'intelligence collective à travers les bénévoles, et plus on est, et plus on a d'idées, et plus on peut faire des choses fous et qui utiliser vraiment les bonnes idées de chacun, les bons petits conseils. Et ça, c'est super important. Et après, c'est le jour J et dans tout ce qui est phase de préparation, où là, il faut plein de gens pour faire plein de choses. Et comment motiver des personnes à devenir bénévoles? Comment toi tu faisais pour l'Épicurieux? Parce que tu avais quand même beaucoup de bénévoles. Tu avais ton festival était sur plusieurs sites. Déjà, comment tu choisissais les lieux? Et aussi, comment tu arrivais à mobiliser des personnes sur 2 ou 3 jours de festival? Alors déjà, pour la choix des lieux, ça c'est en fonction de tes objectifs, en fait. Ce que tu veux apporter à ton festival, et toujours d'avoir des lieux qui ont une identité, qui vont avec ce que tu veux, ce que tu cherches. Et après, pour tout ce qui est dynamique bénévole, je pense que déjà le premier truc, c'est que chacun trouve sa place, et qu'il y a je pense un peu une famille, ou un côté familial, ou un côté, on va dire, cohésion vraiment très poussé. Et ça, c'est super important. Et après, le deuxième, c'est valorisation des bénévoles, quoi. Pour moi, un bénévole, il arrive, il est valorisé. Ça peut être à partir de nourriture, de conservatoire, je sais pas, mais ça, il faut trouver aussi.
En tant qu'organisateur, je t'ai déjà vu à l'œuvre lors de tes festivals. Comment gérer le stress? Ah, moi, je suis pas ultra très bon en gestion de stress parce que ça pète de partout, en fait. C'est un peu speed, l'organisation d'un festival. Ouais. Mais après, en fait, je pense le truc le plus dur, c'est vraiment la dernière heure avant que le premier public arrive. Parce que là, il y a des choses qui sont pas prêtes. Et voilà. Et ça, c'est c'est tout ce qu'on a réfléchi pendant 8 mois. Et parfois, il y a des petites coquilles ou des choses qui sont pas forcément adaptées ou des choses qui sont en retard. Et là, c'est un peu la folie. Mais après, quand c'est lancé, c'est beaucoup plus serein. Et quand on voit les premiers gens sourire, c'est nickel. Alors, c'est bientôt la fin de l'émission. Je vais te poser une dernière question, Maxime. En tout début d'émission, tu me parlais du fait d'être réjoui par l'ouverture des terrasses, les beaux jours qui reviennent. On est bientôt, en fait, dans une phase de déconfinement total. Ouais. Qu'est-ce qui te manquera le plus au moment du déconfinement? Moi, je pense qu'il y a 2 choses. C'est le côté aussi, c'est vrai que on sait la phase Covid, ou en tout cas en mode confinement, ça nous a permis vraiment, comment je veux dire ça, on rencontrait pas forcément plus de gens, mais on tenait vraiment un lien beaucoup plus fort avec les gens avec qui on était déjà. Et ça, c'était quand même quelque chose. Et le deuxième, c'est aussi la capacité de travail qui était plus importante en confinement, je pense, parce que voilà, tout simplement parce que quand on fait la fête, le matin c'est un peu délicat, quoi. Je comprends parfaitement. En tout cas, merci beaucoup Maxime d'avoir accepté notre invitation et merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée. RCN, www.rcn-radio.org